Parce que vous n'avez même aucune politique publique qui a permis à l'économie algérienne de se diversifier. Et puis quand ils disent qu'ils n'ont pas de dette extérieure, alors le Maroc a quelques dettes extérieures, bien évidemment. Rappelez-moi des deux pays, lequel a un port qui est parmi les plus performants du monde, qui est sorti de terre il y a même pas une vingtaine d'années. Rappelez-moi des deux pays lequel a lancé avec succès le TGV sur la ligne LGV sur son territoire, et d'ailleurs il est en train de l'agrandir. Rappelez-moi lequel des deux pays est en train de sortir de terre en prenant à bout de bras, après 2007 et le plan présenté par le Maroc aux Nations Unies en avril 2007, le plan d'autonomie. Rappelez-moi lequel des deux pays, en prenant à bout de bras nos trois régions du Sud, les a financés, les a fait se développer, et on a un PIB nominal dans ces trois régions du Sud qui est supérieur aux 9 autres régions du Maroc. Et pendant la crise de la Covid, ces trois régions du Sud connaissaient leur croissance, connaissaient de la croissance économique, pardon. Donc, quand on parle de dette, on se drape dans une fierté qui ne devrait pas en être une. Parce que nos dettes à nous, elles sont liées à des investissements, c'est de la commande publique, ce sont des investissements structurels pour attirer ensuite des entreprises étrangères sur le sol marocain. Et donc, quand on parle de dettes qui ont permis au Maroc de multiplier par 2,5, je crois, en moins de 20 ans, son PIB. Et quand on parle de dette, on parle d'un pays qui a gardé pratiquement à quelques points près le même ratio dette-PIB depuis plus de 25 ans. Ce qui prouve bien que les politiques publiques qui ont été menées pour avoir Tangemet, pour avoir Nador, pour avoir Dakhla, pour avoir le développement économique sur nos trois régions du Sud, etc., ont porté leurs fruits. Elles ont porté leurs fruits. Donc, quand on n'a pas de dette et quand on a un système monétaire qui est absolument ridicule, quoi, ce pays qui regorge de gaz et de moins en moins de pétrole va se retrouver dans une situation où le peu de production qu'il va rester pour le pétrole et un petit peu plus par le gaz va être sensiblement consommé par le marché intérieur. Que restera-t-il de l'économie algérienne? On peut rentrer dans les chiffres, je ne suis pas sûr que ça fera plaisir aux Algériens d'entendre ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc quand on s'enorgueillit pour dire on n'a pas de dette, en réalité on met du plâtre sur une jambe de bois. Donc voilà ce que j'ai à dire comme réponse au président Tebboune sur les propos qu'il a tenus à l'égard de Sarah Knafo. Et Sarah Knafo a frappé, mais à mon sens elle n'a pas frappé là où il fallait frapper. Merci Réaladin. Et quand il dit « nous n'avons pas besoin de cet argent qui sert avant tout les intérêts d'influence extérieure de la France », je sais pas, cette réponse, elle me dérange parce que si tel est le cas, l'Algérie aussi, elle est d'avoir une influence extérieure. Elle essaye notamment au niveau, par rapport aux pays africains, aux pays subsahariens. Est-ce qu'il n'est pas en train d'accuser la France de faire exactement ce qu'il fait lui? Est-ce que c'est pas faire montre d'hypocrisie, cette réponse? Et est-ce que c'est pas aussi quelque part être comment on dit en français, ingrat? Est-ce que c'est pas être ingrat dans la mesure où cette France, oui, elle a des intérêts d'influence extérieure, mais des Algériens en profitent. Quand la France, par exemple, au travers de ses 800 millions sur 5 ans, elle promeut par des bourses, par exemple, d'études à certains étudiants algériens, c'est bien des Algériens qui en profitent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une grosse hypocrisie? Il y en a dans tout l'interview en réalité, mais précisément sur cette question-là. Ouais, c'est dire que la France, ça sert les intérêts de la France, la somme de 20 millions d'euros, ce qui est absolument ridicule d'ailleurs par rapport au PIB algérien, par rapport au budget algérien, et sans compter la puissance financière qu'est la France, c'est absolument ridicule. Donc, par définition, si ça sert l'intérêt de l'Algérie, alors j'aimerais poser une question, moi, président Tebboune. L'accord de 68, il sert les intérêts de qui? La France est amputée de sa souveraineté sur sa politique migratoire à cause de cet accord de 68. Elle est amputée. C'est-à-dire que quelles que soient les législations qui peuvent être votées sur la politique migratoire, elles ne concerneront
pas ou partiellement la communauté étrangère algérienne sur le territoire français. Je ne parle que de ça, je pourrais parler d'un tas de choses. Dire que ça sert les intérêts des Français, ben enfin c'est absolument ridicule. Aujourd'hui, il y a des tensions entre l'Union européenne et la France au sujet de cet accord très mal appliqué, d'accord de libre-échange, et c'est la France qui prenne les deux pieds pour pas que l'Union européenne ne soit pas trop offensive et trop radicale à l'égard de l'Algérie. C'est la France qui lui sert ça sur un plateau. Justement. C'est la France. Et alors, justement, là, tu m'offres une excellente transition, parce que c'est une des questions qui suit. J'en ai sauté une, mais qui semble pas, qui est pas super intéressante, parce qu'on en a soupé. Il s'agit de la demande de laissez-passer, en disant qu'il en a accordé 1800 l'an dernier sur un peu plus de 10 000. Ça fait quand même pas beaucoup par rapport à ce qu'il veut accepter de Trump. Justement, ce dont tu parles, ça a été abordé dans la question suivante. Plusieurs politiques français exigent la dénonciation des accords de 68. Est-ce un problème pour vous? Question à laquelle Tebboune répond. Pour moi, c'est une question de principe. Je ne peux pas marcher avec toutes les lubies. Pourquoi annuler ce texte qui a été révisé en 85, 94 et 2001, ces accords étaient historiquement favorables à la France, qui avait besoin de main-d'œuvre. Depuis 1986, les Algériens ont besoin de visas, ce qui annule de fait la libre circulation des personnes telle qu'elle est prévue dans les accords d'Évian. Ils sont donc soumis au règlement de l'espace Schengen. Certains politiciens prennent le prétexte de la remise en cause des accords pour s'attaquer à ces accords d'Évian qui ont régi nos relations à la fin de la guerre. Je vous rappelle que dans les accords d'Évian, il est question des essais nucléaires, entre autres. Ces accords de 1968 sont une coquille vide qui permet le ralliement de tous les extrémistes, comme du temps de Pierre Poujade, du comité de soutien, se montre en France, etc., etc. Enfin, non, pardon, j'ai sauté une ligne. Bon, enfin bref, tu as la réponse quasi dans son entièreté. Oui, alors c'est extraordinaire de réduire ces accords de 68 uniquement à la liberté, de venir sur le territoire français, ou plutôt des conditions favorables de venir sur le territoire français pour les Algériens. C'est loin d'être ça. D'abord, il y avait une réciprocité d'engagement dans ces accords-là entre la France et l'Algérie. L'Algérie ne les a jamais appliqués. C'est très simple, hein. Regardez un petit peu ce que disent les journalistes, notamment ceux de RSF et même bien d'autres, hein, même des journaux de gauche, au sujet de leur possibilité d'aller en Algérie pour faire leur travail. Rappelez-moi le nom d'un seul journaliste qui a pu aller en Algérie, interviewer des opposants algériens, interviewer des gens des dirigeants du Hirak, dont la plupart d'ailleurs sont en prison ou alors sont poursuivis judiciairement. Donnez-moi le nom d'un seul journaliste français qui a pu se rendre en Algérie pour les interviewer. Aucun. Le seul qui est allé, c'est de Maximi ou Saint-Maximi, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, hein, voilà. Le seul qui est allé, on sait dans quelles conditions c'est allé, mais c'est pas vrai que c'est lié aussi aux conditions de séjour. Aujourd'hui, un Algérien qui veut ouvrir, je veux dire, je sais pas moi, qui veut reprendre ou créer un café en France et obtenir une licence 4 à son nom, il n'a pas besoin d'être de nationalité française ou d'avoir une nationalité européenne pour ça. Il peut le faire tout en étant algérien. Ce qu'un Marocain ne peut pas faire, ce qu'un Tunisien ne peut pas faire. Et bien d'autres choses en l'occurrence. Donc, les réduire uniquement à ça, c'est victimiser l'Algérie. Moi, j'ai jamais compris. Ça, c'est un problème qui est même beaucoup plus profond à mes yeux. Moi, j'ai jamais compris comment est-ce que on peut donner, un sens à un pays, à son peuple, pour aller vers des lendemains meilleurs, en se victimisant tout le temps. À écouter Tebboune, il est victime d'un espèce d'acharnement de la France à son égard et de sa classe politique, alors qu'en réalité, jamais aucun président de la 5e République n'a été aussi bienveillant à l'égard de l'Algérie, je ne parle pas des bisous d'une très grande proximité, que le président Macron par rapport à tous ses prédécesseurs. Jamais. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre. Et d'ailleurs, il a mangé son pain blanc avec le président Macron. Parce que ce qui va arriver en 2027, et peut-être avant, moi je ne serais pas surpris qu'il y ait une élection présidentielle anticipée en France, va montrer une certaine radicalité des futurs dirigeants français à l'égard de l'Algérie, et ça sera mérité. L'Algérie a trop joué avec le feu. Elle a trop joué. Aucun des pays africains qui a connu la colonisation, quelquefois même avec des crimes
parmi les plus brutaux. Je pense au Sénégal, je pense à la Namibie, je pense au Congo, anciennement le Zaïre. Aucun de ces pays-là ne cultive la rente mémoriale avec une telle extrémité que l'Algérie. Aucun. Le Congo a apaisé son cœur. En Namibie, vous trouvez encore des hommes d'affaires allemands qui font des affaires florissantes et qui y sont. Même si la Namibie cultive le devoir de mémoire et pas de la repentance à l'égard de l'ancien colon. Et seule l'Algérie, on a l'impression que je vais prendre les pays membres de l'ONU, sur les 193 pays membres de l'ONU, on a l'impression que l'Algérie est le seul pays sur lequel ce malheur est tombé de la colonisation avec son extrême violence. Moi, je peux vous citer des pays en Asie, je peux vous citer des pays en Afrique qui ont connu la colonisation avec une violence inouïe et qui pourtant sont aujourd'hui debout et qui ont une croissance économique. Je peux même vous citer un pays qui est sorti de nulle part en 65. De nulle part, on n'en a pas voulu. C'est l'Indonésie. La Malaisie lui l'a jeté avec un coup de pied dans le cul. C'était un pays marécageux. Il y avait plus de désespoir que d'espoir pour l'avenir de le quotidien et l'avenir de ce pays. Regardez où il en est aujourd'hui, ce pays-là. Et l'Algérie continue à nous dire ce dont nous sommes victimes aujourd'hui dans notre construction, nous le devons à quelqu'un qui n'a plus mis les pieds chez nous depuis 63 ans. Ça, c'est un monde de fou. C'est absolument insensé. Et puis après, vous avez évidemment cette classe dirigeante qui se comporte, comme vous le savez, en donneuse de leçons, en pointant du doigt de la manière la plus virulente qui soit son voisin. Et malgré le fait qu'il nous pointe du doigt, avec la violence inouïe qui est la leur depuis des décennies, prenons la cartographie de l'Union africaine. Quel est le pays aujourd'hui qui est dont le savoir-faire est demandé, qui a des relations bilatérales enrichies, entretenues et enrichies c'est le Maroc, c'est pas l'Algérie. Signa, quand il arrive au pouvoir, quand il prend les rênes du Maroc en 99, entre 56 et 99, le Maroc avait signé à peu près 500 accords bilatéraux avec les pays africains. Donc, en 33 ans à peu près, 500 accords bilatéraux, de toutes sortes. Donc pour moi, bien évidemment, le fleuron de ces accords-là, c'est l'accord de 64 entre le Maroc et le Sénégal, signé par Hassan Dollé-Rahmo et Léopold Sédar Senghor, paix à son âme. Depuis 99 à aujourd'hui, c'est près de 1000 accords bilatéraux qui ont été signés. C'est-à-dire, en un petit peu moins de temps, 2 fois plus d'accords bilatéraux qui ont été signés. Pourquoi qu'est-ce que le Maroc a proposé? Que ces accords-là, quand il les signe, il n'a pas de gaz pour les acheter, ces accords-là. Il n'a pas de pétrole pour les acheter, ces accords-là. Il n'a pas de rente des hydrocarbures pour acheter le changement de position de la part d'un nombre incalculable de pays africains à l'égard de la rase. Le dernier en date, celui du Ghana. Il le fait par quoi? Il le fait par la puissance de la conviction et la crédibilité de son investissement. Donc on est en train de comparer, on est en train de parler d'un pays de l'Algérie qui gémit, qui est vraiment pour moi le malade imaginaire du XXIe siècle. On est en train d'avoir là sous nos yeux un pays qui se plaint de tous les maux, mais en fait qui est malade de lui-même. Et tout ce qu'il a entrepris à l'égard du Maroc, a échoué. Tout, sans exception. Et même les pays qui partagent avec lui la défense de la pseudo-race, ces pays-là commercent plus avec le Maroc qu'avec l'Algérie. L'Algérie, sortie des dates du gaz et du pétrole, qu'est-ce qu'il a proposé? Absolument rien d'autre. Justement, j'essaie de ressortir les questions sur lesquelles tu pourrais nous éclairer, qui sont dans tes domaines de prédilection, à savoir l'économie et la politique, la géopolitique dans le monde. Il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention. En réalité, il y en a deux sur lesquelles tu pourrais nous éclairer. Je vais commencer par la question économique. La première dans l'ordre des questions. Il lui a été posé la question:
La Chine semble avoir des investissements beaucoup plus raisonnés qu'il y a 1 ou 2 décennies en Afrique. Est-ce le cas en Algérie? Question à laquelle Tebboune a répondu, c'est exact. L'Algérie est aussi en train de faire ses propres investissements et a ouvert son économie à d'autres investisseurs étrangers, dont l'arrivée est facilitée par la nouvelle loi sur l'investissement. Voilà, on comprend qu'ils ont 20 ans de retard, mais je te laisserai l'expliquer, Aladin, beaucoup mieux que moi. Nous avons déposé presque 11 000 projets au niveau de l'Agence nationale de promotion d'investissement. Les Chinois s'intéressent à de nouveaux secteurs d'activité, des technologies de pointe à l'électronique en passant par le numérique, les batteries au lithium, puisqu'on dispose de cette matière première. Ils sont venus au début pour construire des logements aux grandes dames des groupes français comme Bouygues, qui lorgnaient sur le marché de la grande mosquée d'Alger. Là, il leur met une petite piquette. Les Chinois ont proposé les meilleures offres, les délais les plus courts. Nous sommes satisfaits de leurs prestations. Et sur le plan politique, nous avons une longue amitié. Tous les responsables chinois reconnaissent la bataille qu'a menée l'Algérie pour ramener la Chine populaire comme membre de l'ONU et de son Conseil de sécurité. De son côté, Pékin a été le premier pays à soutenir la guerre de libération du FLN et à recevoir le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et c'est encore eux, avec l'Indonésie, qui nous ont introduits à la conférence des non-alignés de Bandung. Ah, pardon, excuse-moi. Juste une petite observation, si tu le permets, Lou. Le président Tebboune vient de licencier, de virer son 6e finance depuis 2019. Nous sommes en 2025. J'ai vu ça. Ça en fait, comment dire, moins de 6 ans, hein, ouais, moins de 6 ans de mandat entre les deux mandats. Khoya Aladin, on parle souvent d'économie et de l'état de santé de l'économie algérienne, mais ça témoigne pas de quelque chose comme ça, ces licenciements là en et sachant qu'il y en a un qui a fait 2 mandats, hein, c'est six ministres avec, 5 personnes qui ont fait 6 mandats, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. On vire, on remplace, on revire, on remet. On avait eu ça avec la Mamra qui avait été, je crois, 2 fois ou 3 fois ministre des Affaires étrangères en moins de 5 ans. Enfin, c'est quand on sait que l'économie a besoin de temps long et qu'elle a besoin de comment dire, elle a besoin de confiance, l'économie, pour produire des résultats. Or là, la raison pour laquelle a priori il l'aurait viré, c'est parce que cette fameuse réforme sur la dotation des 750 € n'a pas été faite dans les temps et que évidemment l'opinion publique algérienne attendait beaucoup après et qu'aujourd'hui ça n'a pas été fait convenablement dans les temps. Elle a montré son mécontentement l'opinion publique algérienne et du coup on l'a viré. Moi, je trouve ça extraordinaire comme façon de faire, quoi. On a des ministres jetables dans ce pays-là. 6 depuis 2019. Depuis 2019, au Maroc, il y en a eu 2. Et encore 2 uniquement à cause des élections législatives qui ont eu lieu en septembre 2021 et qui ont modifié la majorité. Voilà. Bon, ça pose son contexte, quoi. Merci beaucoup, Aladin. Il y a, si tu le veux bien, finalement, qui a demandé poliment, ce qui est rare pour les Algériens, à monter te poser une question. Donc, je vais lui laisser la parole si tu acceptes de répondre. J'attends ta réponse, Aladin. Oui, avec plaisir, bien sûr. Donc finalement, on va pouvoir se présenter pays d'origine et pays de résidence et poser sa question. Juste avant, par rapport à la question d'avant, il y a un problème, Khoya, avec la capture d'écran là. Et maintenant, ça empêche de voir les commentaires. Voilà, maintenant c'est bon. Juste avant, je vous rappelle que dans la réponse que Tebboune a donnée, il y avait cette phrase qu'il va falloir bien retenir parce que souvent le Kararila nous disent votre pays il est acheté par les étrangers, tout est pour les étrangers, les investisseurs, Renault ça appartient aux étrangers, etc. Tebboune a bien dit, l'Algérie est aussi en train de faire ses propres investissements et a ouvert son économie à d'autres investisseurs étrangers dont l'arrivée est facilitée par la nouvelle loi sur l'investissement. Autrement dit, l'Algérie est en train de faire aujourd'hui, en 2025, ce que le Maroc a déjà entamé à la fin des années 90. Finalement, pays d'origine, pays de résidence, et tu pourras poser ta question à Aladin. Ok, ça marche. Pays d'origine algérienne, et je suis français. On n'entend pas très bien, si tu pouvais parler un peu plus fort, s'il te plaît. D'accord, là vous m'entendez. Merci. Vas-y, je parlais pas pour t'entendre. Si tu veux juste te rapprocher du micro s'il est un peu loin. Ok. Et à toi la parole, on t'écoute. Là, normalement, vous m'entendez mieux. On t'écoute. D'accord.
J'aimerais poser une question à Monsieur Aladin. J'ai écouté son introduction en disant que l'Algérie est un pays de gaz et de pétrole, disant que l'Algérie avait moins de pétrole. Donc, Monsieur Aladin, je vous dis que le prix du litre de pétrole en Algérie est de 0,25 centimes. Pensez-vous que si nous avions moins de pétrole, il serait à ce prix-là? Merci, Monsieur Aladin. Je vais répondre bien volontiers à cette question. D'ailleurs, je la trouve très intéressante, cette question, parce qu'elle soulève 2 points à mon sens. Le prix à la pompe est l'un des moins chers au monde, en Algérie, parce qu'il est très, très, très fortement subventionné. Je crois que c'est même le produit le plus subventionné de tous les produits subventionnés en Algérie. Je crois que c'est de l'ordre de 15 milliards à peu près que l'Algérie met sur la table. Ce qui pousse à une consommation absolument effrénée de l'essence, qui a aucune régulation dans ce domaine-là. Et le deuxième point que ça soulève, c'est que, et bien évidemment, cette énergie fossile est amenée à se tarir. Que restera-t-il de la consommation intérieure, sachant que, je crois, 60% de la population a moins de 30 ans en Algérie? Et quand on prend 2-3 indicateurs qui vont dans ce sens-là, qui sont dans cet esprit-là, que restera-t-il de l'Algérie dans quelques années, quand la consommation intérieure, quand la demande intérieure sera toujours aussi forte, sinon pas plus, et que l'offre ne pourra pas la satisfaire, quand bien même le litre serait gratuit? Je vois pas un scénario très positif à l'avenir à court terme. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir répondu. Monsieur Aladin ainsi que vous toutes et tous, je descends et merci pour d'avoir répondu. De rien, merci beaucoup. Au revoir finalement. Et là, moi je vais suivre le chemin de finalement, je vais descendre aussi. Je voulais venir passer ce moment avec vous. Moi je trouve très intéressant. Il y avait une dernière question à la fin. Ah pardon, excuse-moi. Parce qu'il y avait une question économie et une question géopolitique. Ouais, ça fait 2, ça fait pas une. Non, la question économique, je l'ai posée déjà. Aladin, t'inquiète pas, on va facturer, t'inquiète. Merci Arfoya, merci. La question économique, je l'ai posée, là c'est la question géopolitique. Voilà la question, l'évolution politique et géopolitique du monde, entre parenthèses, poussée des populistes, retour des conflits, guerre commerciale Chine-États-Unis, je ferme la parenthèse, appelle-t-elle une évolution de la diplomatie de l'Algérie? Voilà la réponse. De notre indépendance à ce jour, nous avons toujours eu 2 axes fondamentaux en politique étrangère. D'abord, le non-alignement. Ces derniers jours, nous avons accueilli à Alger des membres du gouvernement russe dans le cadre de notre commission mixte, eu des échanges sécuritaires et diplomatiques au plus haut niveau avec les États-Unis, reçu une délégation de l'OTAN. Nous avons d'excellentes relations avec tous les pays méditerranéens qui investissent et commercent avec nous et vice-versa. Attends, je termine. Nous sommes une force stabilisatrice en Afrique. Ah oui. Nous sommes une force stabilisatrice en Afrique. Alors quand certains politiques français disent que l'Algérie est isolée, cela nous fait bien rire. Le deuxième axe est celui de la non-ingérence dans des affaires intérieures des autres pays. Ce qui explique que nous rejetons aussi toutes les tentatives de vassalisation de notre pays. Et je n'ai pas de complexe à le dire aux grandes puissances. En plus, il a plus de complexe. Ah oui, quand même. Extraordinaire. Comment tu vas sortir de ça, Aladin, sans te faire des ennemis en Algérie? Bon, alors, parler de non-ingérence à l'égard des autres pays. Enfin, je vais reprendre dans le désordre ce qui a été dit, parler de non-ingérence. Mais sa politique extérieure, sa colonne vertébrale, de sa politique extérieure, c'est le Maroc et son Sahara. Obsédés qu'ils le sont. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose à ce sujet. Moi, je suis très critique et très virulent à l'égard de la junte militaire qui est au pouvoir et de sa marionnette, le président Tebboune. Mais si nous avions eu à la tête de l'Algérie des hommes de la qualité de Hussein Ait Ahmed, des hommes de la qualité de Belkacem, des hommes de la qualité de Mohamed Boudiaf, l'Algérie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Loin s'en faut. Si vous vous rappelez, pour le dernier d'entre eux qui a été assassiné, puisque là je vous parle que de personnes, Ait Ahmed est décédé il y a quelques années, mais je vous parle que de personnes qui ont été assassinées par la junte militaire et ses sbires. Si vous vous rappelez les conditions pour lesquelles
Mohamed Boudiaf est revenu en Algérie, alors qu'il vivait une paisible vie d'homme d'affaires, d'entrepreneur au Maroc. Il était installé à Kenitra. Il avait sa petite entreprise, sa petite usine qui tournait bien. Il gérait ça en famille et tout se passait très bien. Un homme qui avait été condamné à mort, un homme qui avait été emprisonné, un homme qui avait été 2 fois enlevé par la junte militaire au pouvoir. Et on parle d'un homme dans l'engagement pour l'indépendance de l'Algérie n'a jamais eu à faillir. Hossein Naït Ahmed, on peut dire la même chose. Krim Belkacem, on peut dire la même chose. Kouider et tant d'autres encore, on peut dire la même chose. Cette junte militaire qui est au pouvoir, c'est un poison. C'est un poison qui pourrit l'existence de l'Algérie, ça c'est leur problème, mais qui pourrit l'existence de ses voisins. Pendant très longtemps, il l'a fait avec le Maroc. Alors c'est bien beau de se cacher derrière ce concept de l'alignement. C'est très facile d'y rentrer dedans. Le Maroc, il était rentré avant l'Algérie, par la voix de Sa Majesté, le sultan Mohamed Khamis, c'est très facile de se cacher derrière. Pourquoi? Parce que c'était le sens de l'histoire. Post-décolonisation, tout le monde était non aligné ou presque, et encore non aligné sous le joug de l'Union soviétique. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Nous entretenons d'excellentes relations avec nos voisins du bassin méditerranéen et en Afrique. Lesquels? Avec l'Espagne, vous avez coupé les ponts pendant 19 mois et vous êtes revenu. Et vous n'avez rien obtenu en échange. Avec la France, vous vous comportez de la même manière. La réponse sera encore plus cinglante après 2027 au plus tard. Le Mali, vous avez eu la meilleure réponse par le président Goïta lorsqu'il a dénoncé les accords d'Alger. Et par celui qui était à l'époque aussi son premier ministre, Monsieur Choguel Maïga, un homme absolument admirable à plus d'un point. Il avait dit la chose suivante: si l'Algérie veut nous vendre son pétrole, elle est la bienvenue. Si l'Algérie veut nous vendre ses dates, elle est la bienvenue. Si l'Algérie veut nous vendre son gaz, elle est la bienvenue. Pour le reste, nous sommes chez nous sommes souverains. Vous avez d'excellentes relations avec le Niger. Regardez ce que vous avez fait à sa population. Ce que Trump n'a pas fait avec les migrants, Mexicains, Colombiens, Vénézuéliens, etc., vous l'avez fait avec les migrants. Pendant Ramadan, vous les avez envoyés dans le désert sans avoir à boire et à manger. Et puis on rappelle le cas de ce jeune Alphonse, ce jeune Camerounais à qui vous avez coupé les pieds. Vous appelez ça d'avoir des bonnes relations? Vous avez des bonnes relations avec vos voisins de la Libye, le général Haftar qui veut reprendre son territoire et qui va probablement avec lequel vous allez avoir encore des tensions à venir, notamment militaires sur le plan frontalier. Vous avez des bonnes relations avec le président El Ghouazni, que vous avez essayé de toutes les manières possibles et imaginables de racoler à votre humain, il n'en a pas voulu. Il se trouve que quelques semaines après, il était au Maroc et quelques jours après, il était à Abu Dhabi avec Sa Majesté et avec aussi l'émir d'Abu Dhabi pour parler d'un gros projet qui va bientôt sortir de terre d'ailleurs et qui va faire du bruit. Vous avez de bonnes relations avec l'Italie, mais elles sont économiques, c'est tout. L'Italie a de tout temps apporté son soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc depuis 2007. Avec quel pays vous avez de bonnes relations qui vont à l'encontre des intérêts sur le plan de la souveraineté territoriale du Maroc? Expliquez-moi, quel pays africain, quel pays méditerranéen? Parce que si vous voulez me citer un pays africain comme l'Afrique du Sud, vous commercez à peu près à moins de 200 millions de dollars par an avec l'Afrique du Sud, là où le Maroc commerce à près de 6 milliards de dollars. Enfin, avec quel pays vous avez? Avec la Chine. La dernière escale faite sur le continent africain par le président Xi Jinping, en revenant de son voyage en Amérique du Sud, c'était au Maroc. Il a été reçu, et d'ailleurs, enfin bref, non, ça c'est une petite parenthèse perso, je ne vais pas en parler, mais il a été reçu, rappelez-vous, par Moulay Hassan, notre prince héritier. Avec, vous êtes gaussé de la prise de position de Lavrov au sujet du Sahara, en vous disant, Lavrov, ça y est, la Russie tourne sa veste contre le Maroc, contre la souveraineté marocaine sur le Sahara, etc. Il n'a rien d'autre dit, Lavrov, que reprendre les fondamentaux des résolutions de l'ONU. Il n'a rien d'autre dit que ça, c'est tout. Absolument rien d'autre. Mais avec qui vous avez des relations? Et si tant est que vous ayez des bonnes relations avec eux, qu'est-ce que vous apportez en échange dans les relations économiques, dans les relations diplomatiques? Vous apportez quoi dans la corbeille des mariés avec ces pays-là? Absolument rien. Absolument rien. Donc, voilà, ça c'est pour les bonnes relations. De sources sûres, écoutez-moi bien, je peux vous dire que lorsque Ben Abdelrahman était le premier ministre du président Tebboune,
en 2022, lorsqu'il se rend à l'Assemblée générale de l'Union africaine et parlant au nom du président Tebboune avait dit que l'Algérie mettait 1 milliard de dollars sur la table pour venir en aide aux pays africains, eh bien il s'est passé deux choses. D'abord, l'écrasante majorité des pays africains l'ont très très mal pris. Très très mal pris, parce qu'on leur donnait la béquée, parce que c'était le comportement du colon que de faire ça. Une forme d'aide au développement. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'en est rien. Il y a eu 2-3 petits projets de quelques centaines de milliers de dollars, mais il n'en est absolument rien. Cette affaire a fait pchit. Ça a gonflé le torse, ça a bombé le torse avec les effets d'annonce, résultat des courses. Ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit par absolument rien sur le terrain, rien de concret. Donc, voilà, on peut continuer encore comme ça jusqu'au bout de la nuit. Mais moi, demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. Et Tebboune, vraiment, à dose homéopathique. C'est le plaisir de t'écouter. Il m'a fait rire là à l'instant. En tout cas, je voulais venir vous saluer. Khoya Ibrahim, Lou, Arti et à tous nos compatriotes présents en commentaire. J'ai vu mon frère Marokino, j'ai vu Achelhi, Khoya, à tous. Barakallah alaikum. Vous savez, je parle aux Marocaines et aux Marocains. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas les enfants de nulle part. Vous n'êtes pas les enfants d'un pays quelconque. Vous êtes les enfants d'un vieux pays avec une très longue histoire, avec une colonne vertébrale qu'est sa monarchie. Vous êtes les enfants d'un pays qui a pris à bras-le-corps sa destinée dès 1956 et même avant 1955. Et moi je rappelle souvent du retour d'exil de Sa Majesté le Sultan Mohamed V et sa famille quand il a fait escale à l'aéroport de Dakar. Et sur le tarmac de l'aéroport, il a été non seulement reçu par le régent français, le représentant français du Sénégal, au Sénégal, qui à ce moment-là n'était pas un pays libre, il l'a été 4 ans après. Il a été reçu par Léopold Sédar Senghor, il a été reçu par Mamadou Dia, il a été reçu par Lamine Gueye, des hommes qui ont marqué l'histoire post-coloniale du Sénégal. Il a été reçu par les dignitaires religieux. Et à ce moment-là, déjà, ces dirigeants-là avaient apporté leur soutien à l'indépendance du Maroc, alors que eux-mêmes étaient encore colonisés. C'est le même pays qu'on a retrouvé à nos côtés en 1975 lors de la marche verte. Cette marche verte à laquelle ils ont tenu à contribuer. La Jordanie l'a fait, le Gabon l'a fait, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, un nombre incalculable de pays se sont retrouvés à nos côtés, sans compter les volontaires physiques pour pouvoir le faire. Vous êtes les enfants d'un pays qui aujourd'hui est en train de construire les plus gros projets de l'histoire de l'Afrique. Donc la puissance panafricaine, c'est-à-dire l'interconnexion entre ces pays-là, pour aider les autres à s'industrialiser, à attirer des investisseurs étrangers, à connaître la croissance économique, via notamment le gazoduc Nigeria-Maroc, via l'Alliance des pays atlantiques, via le désenclavement des pays du Sahel. Le Maroc est au cœur de ces projets-là. Vous n'êtes pas les enfants de n'importe quel pays. Et vous n'avez pas à rougir de votre histoire. Donc ça, c'est important que vous l'ayez très présent à l'esprit. Alhamdulillah, vous n'êtes pas les enfants de n'importe quel pays. C'est une longue histoire que nous avons. Et draper, nous, contrairement à tant d'autres, et notamment nos voisins de l'Est, draper, dans une dimension spirituelle, religieuse, que l'Algérie n'aura jamais, quand même ça peut être un pays qui a 3000 ans. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Et je vais m'arrêter là. Dans quelques semaines, je dois faire une conférence. Cette conférence-là porte sur l'attractivité de l'Afrique pour les pays, pour les entreprises marocaines. En tant qu'économiste, je pourrais parler des indicateurs économiques, de la législation, ce qu'elle permet, d'un certain nombre de structures, la SMEX, qui anciennement Maroc Export, etc., la MDI, etc., ce qu'ils font pour les entreprises là. J'ai décidé de placer mon propos avec un angle d'attaque, le soft power, à la marocaine.
et ce déjà depuis 1956, est le groupe de Casablanca. Parce que j'estime que l'une des richesses extraordinaires que nous a donné notre monarchie, je parle de l'histoire contemporaine du Maroc, c'est justement son comportement exemplaire à l'égard des pays africains. Et ce patrimoine-là, il est entre nos mains, et il est de notre devoir de le faire fructifier. Il est de notre devoir. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Nous sommes les enfants d'un vieux pays. Merci à Khoya Brahim, merci à Artilou, Smhoulia d'avoir été trop long comme d'habitude. Vous allez bloquer. Merci à toi, Tabarakallah alik, Khoya Ladan, Tabarakallah alik. Alex Smhoulia, nous on voudrait bien prolonger le plaisir, et lui nous dit Smhoulia. Allah avec Khoya. Allah Tabarakallah alik. Allah. Merci beaucoup.